Bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous allons parler aujourd'hui d'une pratique que tout le monde a pu ou dû un jour envisager, s'étudier soi-même. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vous proposer ce matin une émission sur l'introspection, ni même de parler psychologie ou philosophie. Nous serons bien loin de Socrate et de son « connais-toi toi-même ». Et pourtant, c'est avec un professeur de philosophie, Gérard Pillet, que nous allons décrypter cette pratique, car il s'agit d'une pratique chez les bouddhistes. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Alors, certes, vous enseignez la philosophie, mais aussi et surtout le bouddhisme, Zen Soto, au Dojo de Paris. Oui. Et puis, vous animez aussi des sessions de pratique en province, comme à l'étranger. Oui. Alors, s'étudier soi-même, qu'est-ce que ça veut dire pour un pratiquant bouddhiste ? Pour un pratiquant bouddhiste, si je reprends l'expression bien connu dans le zen de Maître Dogen, s'étudier soi-même, c'est en fait s'oublier soi-même. Alors, la formule peut paraître un peu paradoxale, et ça suppose qu'on explique un peu en quoi s'étudier soi-même, ça peut être s'oublier soi-même. En fait, ce soi-même, c'est ce que le Bouddha appelait les agrégats. Le corps, les sensations, les perceptions, les volitions, la conscience. Et en fait, on se rend compte que ces agrégats forment l'idée du moi parce qu'on se les approprie. Et en se les appropriant, on les vit comme soi-même. Mais si ces agrégats, on cesse de se les approprier, ce qui constitue le moi n'existe plus. Le fondement même de l'idée du je, de l'idée du moi, si on reprend les termes du Bouddha, le fondement même de l'idée du je, de l'idée du moi, s'évanouit. Si je cesse de considérer que je suis mon corps, je suis mes sensations, je suis mes perceptions, je suis mes pensées, je suis mes volontés. Si je cesse de considérer cela, il n'y a plus de moi à proprement parler. Et la pratique bouddhiste, zen bouddhiste, consiste précisément à cesser de s'approprier ces agrégats. Et ça se fait de façon privilégiée durant la méditation, l'assise silencieuse. Alors, s'étudier soi-même, c'est une expression que les bouddhistes utilisent eux-mêmes ? Oui, chez Maître Dogen, on trouve cette expression, s'étudier soi-même. Il ne s'agit pas, bien sûr, ainsi que vous l'avez dit au début de l'émission, d'une étude psychologique. Il ne s'agit pas de connaître, d'étudier ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses points faibles, ses goûts, ses aversions. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir quelle est la nature réelle de ces agrégats autour de l'appropriation desquels se constitue l'idée d'un je, l'idée d'un moi. C'est-à-dire qu'on se tourne vers l'intérieur, on renonce à l'extérieur. On se tourne vers l'intérieur, par exemple, durant l'assise silencieuse, ce qu'on appelle dans le zen le zazen. Durant le zazen, des pensées se manifestent, bien sûr, mais ces pensées, on ne va pas s'en saisir, les entretenir, on ne va pas non plus les rejeter, les fuir, on se contente de les voir et de les laisser passer. Ce qui fait qu'on n'est plus les pensées. Alors, vous parlez de la pratique zen, mais est-ce que les autres écoles en demandent autant ? Je crois que dans les autres écoles, on a sensiblement le même type de démarche, parce qu'en fait, toutes les écoles du bouddhisme sont issues de l'enseignement du Bouddha, et dans l'enseignement du Bouddha, cet aspect est vraiment fondamental. Alors pourquoi s'étudier soi-même ? Pourquoi s'étudier soi-même ? Et d'abord, avant ça, les preuves pour lesquelles cette idée d'un moi est une illusion. Il y a deux preuves, d'après le Bouddha. La première preuve, c'est que, dit-il, si vraiment les agrégats c'était moi, je pourrais les contrôler.
Par exemple, je pourrais dire à mon corps, faudrait que tu digères un peu plus vite, s'il te plaît, parce que j'ai du travail à faire, c'est un peu long la digestion aujourd'hui. Allez, plus vite. Ou je pourrais lui dire, ne vieillis pas si rapidement, j'aimerais vivre un peu plus longtemps, etc., etc. De même avec les pensées, je pourrais choisir les pensées qui surgissent. Or, ce n'est pas le cas. Les pensées, je ne peux pas les choisir. Elles viennent sans que je leur ai demandé de venir. Et des fois, je voudrais qu'elles s'en aillent, et en fait, certaines ne s'en vont pas parce que j'ai des soucis, j'ai des inquiétudes, etc. De même pour les sensations, je voudrais, si vraiment les sensations c'était le moi, je pourrais à volonté dire, je vais faire durer cette sensation qui est très agréable. Ou bien je pourrais dire une sensation, par exemple, de douleur qui est très désagréable. Va-t'en, s'il te plaît, je t'ordonne de partir. Et on n'y Ça arrive n'est pas. pas le cas. C'est bien la preuve, dit le Bouddha, que ces agrégats ne sont pas le moi. Et la seconde preuve qu'il donne, c'est que, dit-il, ces agrégats sont très impermanents. Ils ne durent pas. Les pensées, elles durent l'espace d'un instant, très bref. Les sensations, la même chose, etc., etc. C'est un mouvement constant. Or, le soi-même, si on veut qu'il y ait un soi-même, il faut qu'il y ait identité, c'est-à-dire que les choses restent identiques. Or, il n'y a pas d'identité. Le moi, par exemple, si je considère que je suis un moi, le moi qui était celui de l'enfant, il n'existe plus. C'est un moi qui est mort. Alors, ça permet donc de prendre conscience de l'illusion du moi et donc par là de comprendre l'ordre universel des choses, en fait. Oui, de s'ouvrir à une sorte de dimension plus vaste de conscience. Et maintenant, j'en viens à votre question, mais pourquoi se défaire de cette illusion du moi ? Parce qu'après tout, bon, on pourrait considérer qu'il n'y a pas lieu de s'en défaire. Mais si, il y a lieu de s'en défaire. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout d'abord, cette illusion du moi, c'est une idée fausse. Et pour le Bouddha, une idée fausse ne peut pas engendrer le bonheur à moyen terme ou à long terme, et ne peut pas engendrer non plus la liberté, la vraie liberté. C'est une première raison pour laquelle il faut se débarrasser de cette illusion. La deuxième raison, qui est importante aussi, c'est que cette illusion du moi génère de multiples autres illusions. Et la troisième raison, c'est que cette illusion du moi nous empêche d'entendre le dharma sans effroi. Parce que le dharma du Bouddha est centré sur l'au-delà du moi, si je me recroqueville sur mon moi, je ne serai pas à même de m'imprégner du dharma et de le comprendre. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'anatman aussi ? Voilà, l'anatman, c'est le fait qu'il n'existe pas de moi substantiel. Substantiel, c'est-à-dire il n'existe pas de moi permanent, ni de moi qui forme une entité propre, repliée sur elle-même. En effet, tout individu vit par interrelation avec l'environnement, les autres. Par exemple, si je vis ici et maintenant, c'est parce que je respire l'air qui est dans la pièce. Si je vis, c'est parce que j'absorbe la nourriture qui m'est donnée par la Terre, le cosmos. Ainsi, je ne suis pas une entité repliée sur elle-même, je suis la vastitude de l'univers. Alors, on a envie de savoir comment on peut faire pour parvenir à se détacher de l'illusion du moi. Oui. C'est probablement par la pratique. C'est par la pratique de la méditation, de l'assise. Pourquoi ? Parce que durant cette pratique, on pratique déjà non-saisie, non-rejet.
On ne se saisit de rien, on ne rejette rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire la pratique pour un non-pratiquant, justement? Pour un non-pratiquant, cette pratique, eh bien, pour un non-pratiquant, on pourrait lui dire de regarder la statue de Bouddha. Il en existe beaucoup. Et cette statue de Bouddha, il y en a une qui est très très belle ici, cette statue de Bouddha, c'est tout à fait la statue de ce qu'on appelle zazen. C'est la posture de la méditation. Et c'est dans cette posture-là que le corps et l'esprit peuvent s'harmoniser et que l'esprit peut se détendre suffisamment pour cesser de s'approprier les agrégats et pour s'ouvrir à une dimension beaucoup plus vaste que celle du petit moi. Alors, entreprendre une pratique ou s'installer dans cette posture, on peut se demander si c'est accessible à tous. Bien, écoutez, je crois que c'est accessible à tous. Si on a de la patience, c'est la condition. Si on a de la patience, c'est pourquoi ? Parce que nous, occidentaux, nous avons un corps qui est habitué à vivre sur une chaise, un corps qui est un peu durci. Alors, au début, la pratique n'est pas très confortable. Il faut bien dire les choses comme elles le sont. Au début, la posture n'est pas très confortable. Mais petit à petit, si on patiente, si on persévère, le corps s'habitue à cette posture et on commence à se sentir bien à l'aise dans cette posture. Et là, on s'y sent vraiment bien parce qu'on peut bien respirer, on est bien à l'aise dans son corps, on a trouvé son centre de gravité et tout va bien. J'ai rencontré auprès de Maître Deshimaru des pratiquants très jeunes, parfois des enfants, pas très souvent, mais quelquefois, et qui venaient très spontanément. Et j'ai rencontré aussi, je me souviens de cette vieille dame qui venait au dojo de Paris et qui a fait zazen pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, et elle est morte à 88 ans. Vous voyez, comme quoi. Et cette femme, elle a commencé la pratique de zazen très tard dans sa vie. Vous-même qui pratiquez donc depuis de nombreuses années, est-ce que vous parvenez à vous libérer de l'illusion du moi, à vous étudier vous-même? En tous les cas, je parviens à m'étudier moi-même et ça se fait de manière inconsciente durant l'assise, la méditation, parce que durant la méditation, si je suis un tant soit peu concentré sur ma pratique, nécessairement, je laisse passer ce qui se présente à moi. Et ça, fondamentalement, se laisser passer, c'est l'oubli de soi-même. Et donc ça vous apporte une sérénité, une... Vous savez, il y a ce très beau tableau là derrière nous qui représente la montagne. Eh bien, je dirais, ce que ça nous apporte, c'est la différence entre l'optique que l'on a des choses quand on est au bas, dans la forêt, et l'optique qu'on a des choses quand on monte sur la montagne. Plus on monte et plus on découvre un paysage nouveau et plus on respire, voilà, les choses s'agrandissent, la conscience s'agrandit. Zazen, c'est ça, c'est la conscience qui s'agrandit. Merci beaucoup Gérard Pilet. Je rappelle que vous enseignez donc 2 fois par semaine au Dojo de Paris. Et puis vous avez publié le dernier ouvrage en date s'intitule Sagesse du cœur, donc aux éditions Kanjizai. Je vous conseille aussi cette semaine 2 autres livres, Agir Zen de Robert Etken aux éditions Le Relier et puis le manuel du Bouddha de Jacques Canfield aux éditions La Table Ronde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Très heureux dimanche, à bientôt.